Voilà. Bonjour Ama. Bonjour. Donc là, je suis en compagnie de Sophia Ama. Sophia Ama. Ama, c'est ton nom De guérisseuse. de guérisseuse. Voilà, parce que tu es guérisseuse. C'est ça. Thérapeute, C'est guérisseuse. ça. Thérapeute énergéticienne, guérisseuse, il y a plein de mots, mais bon, j'ai pris ces deux-là. Ce sont les plus parlants, tu as raison. Voilà. Voilà. Bon, en fait, je suis très heureuse de te connaître. Moi aussi, Caro. Je t'ai connue dans un satsang à la maison, à Moëlan-sur-Mer, en Bretagne, avec Maxime Ananda, C'est ça. qui est ton compagnon en Tout fait, à fait. depuis longtemps. Longtemps, effectivement. Et je trouve que vous vous complétez très bien, parce que Maxime étant quelqu'un qui est dans la parole de groupe, et Oui, toi, plutôt d'une guérison individuelle. exactement. Plutôt enfin, en tout cas, jusqu'ici, c'était comme ça. Ouais. Oui, ça peut encore changer, tu as Voilà, on raison. sait jamais. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a cet équilibre, c'est vrai. Ouais, c'est un bon équilibre. Du coup, j'ai entendu ce que tu faisais. Tu fais trois types de soins. Oui, Tu m'as parlé pendant les pauses que tu faisais trois types de soins. Et ça m'a interpellée. C'est pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer. Alors merci beaucoup. merci à toi. Et pour mener justement cette interview, eh ben, je vais m'aider du soin que tu m'as fait juste avant, Oui, qui a duré 1 heure et demie. exactement. Le soin Le soin AMA, AMA, c'est voilà. ça. Donc c'est un soin qui est axé sur retrouver l'harmonie et l'équilibre. Donc il va être axé plutôt sur notre personnage dans cette vie, sur plein d'aspects, hein, émotionnels, notre arbre familial, nos héritages transgénérationnels, émotionnels, la mémoire cellulaire de notre corps, y compris avant notre naissance, les traumatismes, la reprogrammation de croyances limitantes. Vraiment tout ce qui peut améliorer la qualité de notre existence, de ce qu'on vibre, de notre intuition, des intentions qu'on pose dans notre vie actuelle. Ce qui est aussi important qu'aussi la quête de l'absolu qu'on évoque plus dans les satsangs. Mais le soin Ama, il est là pour ça. C'est une porte d'entrée vers déjà trouver la paix avec notre histoire dans cette vie. Ce qui est Mhm. aussi une base de travail importante. L'enseignement de manifester, comme on dit. Exactement. Et je vais m'aider aussi de ton site, parce que tu as un site internet, Sophia Ama. Et aussi, juste avant de commencer, j'aimerais juste que tu te présentes. Oui, Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en fait, tu es amenée à être guérisseuse depuis combien de temps d'ailleurs? oui, bien sûr. Certain temps, je suppose. Alors, je suis guérisseuse vraiment professionnellement depuis à peu près 3 ans. Mhm. Et avant ça, j'ai eu un long parcours d'exploration spirituelle, de développement des énergies, de l'intuition. Et j'ai commencé, un peu comme beaucoup de guérisseurs et guérisseuses, à faire des soins autour de moi, auprès des personnes que la vie apportait, hein, tout simplement. Et c'est spécifique parce que j'ai pas l'impression d'avoir décidé à un moment d'être guérisseuse. C'est comme venu. Moi-même, je ne m'attendais pas, si j'avais pensé il y a 15 ans faire ça, j'aurais pas prévu ça. Je Mhm. sais que par contre, ce qui a été un fil qui a toujours été présent dans ma vie, c'est que à chaque fois que j'étais dans un travail ou que je quittais un travail, c'était toujours avec cette aspiration qui est assez universelle et qu'on retrouve beaucoup, par exemple, dans les lectures akashiques, qui est euh, j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'aider les autres, mais c'est très abstrait de dire j'ai envie d'aider les autres. Et en fait, une fois que j'ai trouvé ce chemin de guérisseuse, ça m'a permis de savoir comment j'avais envie d'aider les autres. Et c'est vrai que ce mélange Mhm. à la fois d'écoute, euh, mais aussi de pouvoir donner une solution concrète et des conseils concrets, mais surtout personnalisés, Mhm. qui mélange à la fois l'énergie, l'intuition, mais aussi des choses très concrètes de l'existence humaine. Ça me parle parce que c'est complet. Mhm. Alors que par le passé, avoir une capacité d'écoute, c'est bien, mais des fois, ça peut donner lieu à un sentiment d'impuissance aussi. Oui. Et là, d'avoir trouvé aussi la méthode qui accompagne l'aide que j'ai envie d'apporter et de voir que ça permet à des gens de me dire qu'ils se sentent bien, c'est vraiment la récompense quoi, la plus belle que je puisse constater. Quoi. Mhm. Donc, c'est vraiment parti ouais, de... Finalement, il y a eu 2 étapes. Il y a eu l'envie d'aider vers la fin, avant de devenir guérisseuse. Mais avant ça, c'était plus un sentiment d'impuissance qui était douloureux, quoi. Ah De oui, voir oui. des Mhm. personnes souffrir, même en grandissant, dans des souffrances émotionnelles, coupées de leur cœur, perdues, et de ne pas savoir quoi faire, de ne pas comprendre pourquoi il y avait ce manque d'amour, en fait, à l'intérieur d'elles et autour d'elles.
Et cette incompréhension et le fait que ça m'ait fait souffrir, finalement, ça m'a donné la motivation d'en faire quelque chose de positif, quoi. Et donc, c'est venu comme ça, petit à petit, et puis au fur et à mesure, voilà. Et en fait, je travaille surtout à distance, parce que j'ai des personnes dans plein de pays, actuellement 19 pays, et puis des personnes de tous horizons. Et c'est très intéressant parce qu'on voit l'universalité des sujets, quoi. Que tout le monde cherche la même chose, la paix, ressentir l'amour, éviter la souffrance. Et qu'en même temps, personne n'a le même itinéraire que l'autre pour y arriver, ni les mêmes questions. Donc c'est très beau, ça montre à la fois l'unité de l'humanité et les nuances diverses que ça comporte. Donc c'est assez fascinant. J'imagine. Ouais. Oui, c'est enthousiasmant. Ouais. Alors, quand je lis ton site, je vois soins énergétiques à distance ou en présentiel, comme tu l'as présenté. Et je vois aussi thérapie holistique et lecture d'annales akashiques. Tout à fait. Thérapie holistique, donc je pense que je vais pouvoir en donner une bonne définition, je le sens. Thérapie holistique, alors, c'est vrai que sur mon site, j'ai mis ça soins énergétiques parce qu'on peut avoir une séance ponctuelle sur une problématique très ciblée, y compris purement physique ou émotionnelle. Et thérapie holistique, pourquoi ? Parce que parfois, ces accompagnements, ils peuvent s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire qu'au début, on va arriver avec un besoin, justement, comme je disais, axé sur le personnage, axé sur des blessures qu'on a besoin de penser, pour enlever des voiles entre soi et ce qu'on est vraiment. Et des fois, ça aide de déjà faire la paix avec ce qui a été ou ce qu'on croit être. Et puis après, des fois, la personne navigue vers une quête plus profonde. Elle a besoin de savoir ce qu'elle est venue accomplir, sa mission peut-être, pourquoi elle rencontre souvent les mêmes peurs alors qu'elle ne se les explique pas dans cette vie. Voilà, ça va donner lieu peut-être plutôt à une lecture akashique, parce que ça va amener du sens à ce que la personne est au-delà de cette vie. Et ça, c'est déjà un pas vers l'absolu. Et puis après, le soin Aurora, il va arriver ponctuellement pendant tout ce cheminement pour aller ouvrir des espaces de conscience, aller toucher par l'expérience, en fait, l'absolu, en fonction de là où la personne en est, en fonction de ses besoins et ce que demande son âme. C'est jamais moi qui vais donner mon énergie, c'est plus que c'est transmis au bon moment pour la personne en fonction de ce qui est juste pour son chemin. Ça, c'est très important. Et du coup, pourquoi thérapie holistique ? Parce que ces trois chemins différents se complètent, amènent des aspects différents et permettent de travailler dans des sphères de conscience complémentaires et qui, une fois empilées, font ce qu'on est en tant qu'être. Et donc, thérapie parce que c'est un cheminement qui mène à un objectif. Cet objectif, le plus souvent, c'est de se sentir en paix et aligné avec soi-même et que ça puisse aussi se refléter dans la vie matérielle directe de la personne. Souvent, c'est ça l'objectif central, mais cet objectif peut varier en fonction du profil. Et puis, lecture akashique, effectivement, parce que le soin akasha permet, même sur le temps d'une seule séance, de faire un état des lieux, des forces de la personne, de ses dons, de pourquoi elle a des affinités particulières dans cette vie et dans d'autres, de connaître ses liens d'âme avec des personnes qu'elle a autour d'elle, de savoir pourquoi elle a tel blocage dans sa vie, est-ce que ça émane d'une de ses incarnations, laquelle, pourquoi elle est venue la résoudre et comment elle peut le faire avec des conseils concrets. Et des fois, ça permet justement, même le temps d'une séance, de débloquer, donner du sens à ce qui est vécu. Et du coup, souvent, ça permet d'avancer. Et la personne, elle a déjà les ressources en elle. Mais c'est vrai que quand ça a du sens, on a plus de facilité à poser des actes et y aller vraiment parce qu'on commence à plus faire confiance à son instinct. Parce que souvent, ce qui ressort dans les lectures akashiques, c'est qu'il y a une partie de ce qui est dit, la personne le sait déjà en fait. On lui dit ce qui vibre déjà dans son âme, mais c'est juste que le thérapeute est un miroir d'elle-même pour lui transmettre. Quoi. Voilà. C'est un peu la boule de cristal. Hein. C'est ça. Je vais prendre le document qu'on a préparé. Oui. Parce que en fait, on a fait ce soin-là, ce fameux soin Alma, dans un ordre en particulier. On va essayer d'ordonner la séance. Bien sûr. Donc tu disais que le soin Alma, c'est pour retrouver l'harmonie et l'équilibre dans la vie du personnage, en fait. C'est ça. Et j'ai bien compris, en fait, qu'on a eu un entretien en début de séance où on a parlé de mes blocages. Tout à fait. D'ailleurs, qui se sont imposés d'eux-mêmes. Oui, par des événements qui venaient corroborer ce qui avait besoin d'être vu. Ouais. Exactement. Puis je sentais qu'il fallait que ça soit mis en mots, quoi. C'était plus fort que moi. Exactement. Et après, il y avait une étape où tu fais vraiment le soin, en fait, qui a duré
plus d'une heure. Hein. Tout à fait. Et puis ensuite un bilan de séance, j'ai vu que tu avais fait ça. Alors comme j'ai pas tout retenu parce que j'étais vraiment dans le soin, hein, j'avais plus de pensée, je me laissais guider. Donc j'ai cru que j'allais pouvoir restituer la séance, mais ça va pas être si simple que ça. Je vais t'aider, je me souviens aussi un peu, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, ces 2 points-là, c'est que souvent avant les séances, il y a des événements concrets dans la vie de la personne qui lui pointent du doigt. C'est ça qui doit être vu et fait aujourd'hui, donc c'était bien, ça nous a donné une base de discussion. C'est vrai que ce premier échange en début de séance, il est toujours pas anodin parce que la personne se met à dire, repenser à des choses qui n'étaient pas conscientisées avant. Et ça nous montre exactement ce dont elle a besoin le jour J. Donc c'est ce qui s'est passé pendant notre échange. Et après, pendant le soin, oui, on est dans un autre espace. Donc des fois, quand on revient là, il n'y a pas forcément la mémoire qui a tout imprimé. Ça agit sur des plans autres que le mental. Et puis des fois, ça fait quand même du bien, quoi. Oui, Mais on va essayer de retracer ensemble voilà, les étapes. Ça fait du bien de lâcher. Bah, oui. C'est vrai que la problématique, moi je vais quand même oser me dévoiler un peu. Hein. Oui. On avait une problématique de départ qui était sur un triangle, sur l'autorité, les valeurs et l'injustice. C'est ça. Et ça, c'est une problématique qui revient sans cesse dans ma vie. Ça prouve que ça n'a pas été résolu, en fait. C'est ça. Dans les situations, ça revient à chaque fois, puis avec une sensation de sidération, d'incompréhension. Et même le corps parle. Je sens qu'il y a des énergies qui tournent en moi, mes cellules qui picotent. C'est puissant, puissant, quoi. Donc à un moment donné, il y a quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que des fois, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent bah pourtant, j'ai déjà travaillé là-dessus. Et pourtant, j'ai encore des schémas et je ressens la même chose. Et en fait, il ne faut pas se dire que le travail qui a été fait était inutile. Il y a des étapes. Et notamment, une étape que je vois souvent, c'est que parfois, une personne a pu travailler sur elle en comprenant ce qu'elle ressent. C'est-à-dire, elle a appris à mettre des mots, à conceptualiser sa souffrance, à donner du sens, ce qui est très utile. Mais l'étape d'après, c'est de quitter le concept, c'est-à-dire ne plus être dans un concept, c'est-à-dire ma souffrance, elle est accrochée à moi, voilà ce qu'elle dit et voilà pourquoi je la ressens. Parce que là, on est comme fusionné avec notre souffrance. Il s'agit après, dans l'étape suivante, de la ressentir, de la laisser partir, de la transmuter, mais aussi de s'autoriser à vivre autre chose, à la laisser prendre son propre chemin et arriver à s'en dissocier et accepter de devenir autre chose que ce qu'on a vécu ou que ce qu'on ressent. Et c'est là vraiment qu'on peut commencer à guérir. Donc les 2 étapes sont importantes, mais des fois on a commencé à travailler sur nous, mais on a juste conceptualisé notre souffrance et on n'a pas pris le temps de l'aimer, de vraiment la libérer et d'accepter qu'on puisse vivre sans. Et c'est souvent l'étape d'après. Donc rien n'est inutile dans le travail qu'on fait, mais il ne faut pas se décourager si des fois on a commencé le travail, mais on sent qu'il y a encore des traces dans notre vie quotidienne. C'est pas grave, ça veut dire qu'il y a encore plus d'amour ou plus de lumière à apporter sur un aspect. Et ça fait partie du chemin, c'est pas négatif, quoi. Je suis bien d'accord. Avec la problématique qu'on a identifiée, on a tendance justement à s'identifier à cette problématique qui fait que ma Carole, c'est ça, c'est l'autorité. Et du coup, ça reste, c'est toi. C'est ton post-it sur le front. C'est ton problème, c'est ta souffrance. Et du coup, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on veut s'en libérer, mais en fait, dans notre langage, même dans nos pensées, on passe notre temps à se mélanger avec. Donc c'est contre-productif jusqu'au jour où on se dit en fait je peux être tout le contraire de ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui. Je peux lâcher, je peux très bien vivre des situations qui avant me faisaient mal. En fait je peux m'autoriser à renaître, quoi, à ce qu'aujourd'hui ça soit mon jour zéro et que ce qui hier me posait problème soit plus du tout là demain et que c'est ok. Et des fois on est un peu, en tant qu'humain, on est un peu contradictoire parce qu'on veut guérir, avancer. Et en même temps, on a peur de lâcher le connu. Pourtant, ce connu, on l'a écumé, on sait qu'il nous fait mal, on sait qu'il n'est pas aligné. Mais en même temps, le connu, c'est confortable parce que c'est sécurisant. Jusqu'au jour où ce sécurisant soit tellement souffrant qu'on se dit, en fait, j'ai pas le choix, ça devient vital d'aller vers autre chose, même si c'est de l'inconnu, même si c'est quelque chose que je connais pas, même si c'est une version de moi que je reconnaîtrai pas. J'y vais parce que j'en peux plus. Voilà, c'est souvent dans ces moments-là qu'on a l'élan le plus fort. Oui. Ça pousse, voilà. Baraque. Ça revient toujours au devant de notre nez jusqu'à ce qu'on lâche. Et puis aussi, quand tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu souhaites, au oui. début de l'entretien, je t'avais dit l'ouverture du cœur. Oui. Et tu m'as dit alors comment tu visualises ce cœur. Et je t'ai répondu c'est comme un œuf
avec la coquille qui commence un peu à s'écailler. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que dans les soins, on utilise beaucoup les images et elles sont jamais deux fois les mêmes pour les personnes. Et ça arrive même souvent que quand on est vraiment plongé dans le soin, on voit la personne et moi la même chose en même temps. Que ce soit des couleurs, des personnes qui apparaissent, parce que la conscience guide la personne pendant ce moment-là. C'est ça que je veux transmettre, c'est que des fois on place le guérisseur sur un piédestal. Ah, c'est le guérisseur qui va m'aider, c'est lui qui a la magie, etc. En fait, c'est la personne qui a cette magie et cette capacité de guérison en elle, et le guérisseur va l'amener à le conscientiser, à mettre des images dessus, des mots, va amener une méthode. Mais la personne, le jour J, elle va guérir en fonction de sa propre capacité à amener la lumière, à recevoir l'amour, parce que l'énergie de guérison, c'est de l'amour. Et plus on est capable de recevoir de l'amour, plus on peut recevoir beaucoup de guérison, qu'elle soit intérieure ou physique, quoi. Donc, et c'est vrai que les images, eh ben, elles viennent éclairer où on en est intérieurement. Et souvent, on a toujours des visualisations comme support, parce que la visualisation au début de la séance et comment elle s'est transformée à la fin, est toujours indicative de, voilà, de la transformation qui a eu lieu. Ouais, ouais, je me souviens que ma visualisation finale, c'était je suis la liberté incarnée. C'est ça. C'est ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Voilà, avec la symbolique de l'oiseau, enfin, il y avait plein de choses très intéressantes chez toi. Hein. Ouais. Oui, 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 Ouais. tout à fait. Ouais. C'est un voyage en même temps. C'est ça, c'est un peu un voyage multisensoriel où le mental accroche pas trop et en fait on se fait confiance. Il y a des images qui apparaissent, il y a des fois des sensations du corps, des changements de température, des souvenirs qui remontent. Ou des fois, par exemple dans le soin oral, c'est un peu l'inverse. On essaie justement de lâcher les images, lâcher au maximum les pensées, lâcher au maximum les objets, les souvenirs, pour au contraire aller vers l'absolu où il y a à la fois plus rien et tout. Donc là, ça va être moins des visualisations, ça va être plutôt essayer de trouver des images qui sont de l'ordre de l'illimité. Mais on va quand même commencer avec des images parce qu'il faut faire collaborer le mental au moins au début, avant qu'il puisse partir vraiment. C'est vrai qu'il y avait pas mal de visualisations, Oui. il y avait de la projection, visualisation des parents, ressenti dans le ventre de la maman, Exactement. des voyages dans les vies, pas une vie antérieure, si aussi, parce qu'il y avait aussi le cercle avec mes ancêtres, Oui. donc on avait les vies Pour le antérieures. transgénérationnel, c'est ça. Voilà. Et à la fois, ça m'arrive d'avoir des personnes qui ne sont pas du tout sensibles à la visualisation, qui ne savent pas faire. Et dans ces moments-là, on va choisir vraiment d'autres biais. On peut s'adapter, on peut choisir d'utiliser plutôt des mots, des phrases, ou laisser la personne, si le mental est trop invasif pour elle, la laisser vraiment en silence pendant toute la durée du soin. Et le travail est fait, et seulement après le soin, on va ramener le mental et elle va avoir un bilan de tout ce qui a été fait, de conseils, de messages de ses guides. Mais on va s'adapter à la personne. Et si la visualisation va trop la stimuler ou l'emmener dans des espaces qui nous éloignent du soin, on va trouver d'autres façons de faire. Voilà, on s'adapte. Mais dans ton cas, c'était assez naturel d'amener les images, donc ça s'est fait comme ça, quoi. C'est vrai que je suis très visuelle, Ouais. donc c'est pour ça que je qualifie ton soin de très visuel, mais tu t'es Oui, adapté oui. à moi finalement. Exactement, c'est ta sensibilité qui est apparue comme ça dès le début du soin, donc ça a pris ce chemin, effectivement. Il y avait du kinesthésique parce que tu m'as proposé de comment tu te sens dans le ventre de ta maman. Tout à Ça, fait. c'était assez extraordinaire parce que j'ai vu des choses que j'avais jamais vues. Et après, c'est à moi d'avoir confiance en ce que j'ai pu voir et dire. Tout à fait, finalement. tout à fait. En fait, c'est parce que on est allé effectivement explorer la mémoire cellulaire pour lever des blocages émotionnels. Et en fait, toute cette mémoire, depuis avant ta naissance, elle est inscrite dans tes cellules. Et ce que permet le soin, c'est d'aller la voir, parfois la formuler. Par exemple, ça m'arrive, c'est hors de l'aspect ventre de la maman, mais que des personnes aient une douleur, elles ne la comprennent pas. Et puis tout d'un coup, on va se connecter au corps, à nouveau les cellules qui comportent toutes les réponses, et dire, ok, là ton corps, il essaye de te dire telle chose. Et après, la personne, elle comprend, on nettoie quelques instants, et la douleur a disparu, alors qu'elle était là depuis plusieurs mois, mais elle attendait juste d'être entendue. Et c'est un peu pareil quand on se connecte au ventre de la maman, en fait. C'est des images, des sensations qui sont inscrites en toi, mais que la mémoire n'a pas gardées consciemment. Et le moment du soin permet de la réactiver dans le but de libérer des choses et de créer des mises à jour énergétiques
pour aller justement vers l'objectif de paix intérieure, quoi. C'est ça, de paix intérieure. C'est ça. C'est ça que c'est l'ultime. C'est l'ultime, hein. le Saint Graal. Le Graal. La paix intérieure définitive, si on devait préciser. Oui. Et permanente. Permanente, c'est ça. C'est ça. Alors j'ai vu aussi, donc, ça c'était ce que tu me préconisais à la fin. Alors, donc, retrouver l'harmonie et l'équilibre émotionnel. Donc, on a parlé beaucoup de la colère dans mon cas. Tout à fait, tout à fait. Qui est toujours un couvercle posé sur souvent une émotion plus vulnérable, le plus souvent la tristesse. Mais c'est pas rare qu'elles aillent de pair. Un peu comme si la tristesse était l'aspect féminin et la colère l'aspect masculin qui essaye d'être vulnérable mais sans non plus se laisser dépasser. Donc, oui, c'était plutôt axé là-dessus, oui, c'est vrai. C'est là que tu as quand même une liste, les bienfaits du soin Amma. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 listes, 12 éléments sur la liste. Je vais en rater aucun. Très bien. On va les évoquer ensemble. Voilà. Donc retrouver l'harmonie et l'équilibre émotionnel, on avait dit de la colère. Et tu as utilisé en fait une visualisation où j'étais un diamant féminin, un diamant masculin. Il fallait que je le décrive, avec une couleur. Tout à fait. Et on a vite vu que finalement, il y en avait un qui prenait plus de place que l'autre, puis un qui était plus souffrant que l'autre. Ouais. C'est ça, c'est que le féminin-masculin, c'est l'équilibre ultime du féminin-masculin, c'est vraiment une clé, à la fois dans le bien-être, mais même dans l'éveil. Et quand une polarité prend le dessus, l'autre est toujours en souffrance. Par exemple, des personnes qui ont du mal à concrétiser alors qu'elles ont plein d'idées, c'est juste que leur féminin est très développé et que le masculin, lui, n'a pas trouvé sa place là-dedans. C'est comme si les deux croyaient être opposés alors qu'ils sont complémentaires. Et donc, on fait une réharmonisation énergétique à ce niveau-là pour que la créativité, l'intuition, l'aspect spirituel de la personne puisse aussi nourrir le fait de matérialiser et plus être dans une dualité entre terre et ciel, faire et être, matériel et nature d'éveil, voilà, que les deux puissent se mélanger et être co-créateurs. C'est ça, exactement. Et dans l'équilibre émotionnel, pourquoi ça a un impact? Parce que quand par exemple on a un masculin très fort, on va céder à la colère très vite et on va pas réussir à la comprendre parce qu'on est déconnecté de notre féminin. Du coup, on a du mal à exprimer nos émotions et laisser l'intuition éclairer pourquoi il y a de la colère. Donc c'est un cercle vicieux et c'est pareil quand le féminin prend toute la place. Donc l'équilibre émotionnel, il naît aussi de laisser exister nos deux parts et de bien comprendre qu'elles se nourrissent l'une l'autre et que quand l'une est en souffrance, c'est parce que soit l'autre lui laisse pas la place, soit parce que l'une des deux, par exemple le féminin, a oublié de nourrir son masculin. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transposer sur le corps aussi. On voit des personnes qui disent qu'elles ont plus d'énergie et souvent en creusant, on voit qu'en fait, il y a une des polarités qui est trop utilisée. Par exemple, ça va être des personnes qui vont être beaucoup dans le masculin, faire énormément de choses toute la journée et laisser très peu de place à des moments spontanés, féminins justement, où il y a l'intuition, l'émotionnel, la créativité, quelque chose de doux, où on n'a pas besoin de faire, où on peut même juste être. Et comme ça a été empilé depuis des années, le féminin est très fatigué, mais le masculin aussi est très fatigué, parce qu'il n'a plus sa polarité inverse pour se ressourcer. Et du coup, des fois, il suffit juste d'amener ça, de réamener du féminin dans le quotidien, de faire attention à ne pas rentrer dans des excès. Et l'énergie du corps, elle revient aussi. Donc le féminin-masculin, il centralise vraiment tout, émotion, corps et aussi spirituel. Effectivement, quand ça a été vu, tu t'es mis derrière moi. Et alors, je ne sais pas du tout ce que tu as fait du coup. Donc c'est toi qui as fait le travail, j'ai l'impression. Oui, enfin ça se fait, mais je suis présente et toi aussi, c'est un peu comme ça. Donc il y a des moments où tu me demandes de visualiser, mais il y a des moments où aussi il se passe des choses qui nous échappent finalement dans le silence. C'est ça. Effectivement, parce que les moments, tu vois, où on visualise ensemble, où on parle de ce que tu ressens, c'est les moments où on amène sur la sphère consciente, mentale, verbale, un nouveau paradigme, un nouveau possible, la conscientisation de quelque chose. Et une fois que c'est vu par ta conscience, sur le plan énergétique, quelque chose de nouveau peut s'installer. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup, pendant la séance, alterné entre des moments de visualisation, de sensation, de verbaliser ce qui a lieu, avec des moments de silence où, en fait, parce que tu as vu quelque chose, tu l'as conscientisé, un nouveau paradigme peut se mettre en place vraiment sur le plan subtil, là où on n'a pas besoin d'en parler.
et de comprendre. Ouais. C'est vrai que des fois, tu avais la main sur ma tête, ou Oui. sur les épaules, ou sur ma main. Oui, 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 oui. Oui, il s'est passé plein de choses, hein, oui, tout à fait. c'est ça. Je vais passer au deuxième point. Oui, On a vitalisé l'organisme, oui, harmonisé les chakras, stimulé l'énergie et le système immunitaire. tout à fait. En fait, les chakras, c'est vrai que c'est l'approche basique de l'énergie qu'on connaît, c'est pour ça que c'est mentionné. Mais en fait, n'importe quel déblocage, qu'il soit transgénérationnel, sur l'expression de soi, sur poser une nouvelle intention, reprogrammer une croyance, libérer des héritages émotionnels avec notre maman ou autre, hein, ça libère toujours les chakras parce qu'en fait, une nouvelle décision qu'on prend en notre âme et conscience dans ce qu'on veut émaner dans le monde, ça va faire bouger tous nos points énergétiques qui sont, il y en a des milliers, mais les 7 points centraux, ils nous permettent de rentrer dans l'énergie et de voir, ok, cette personne, ok, c'est plus bloqué à tel endroit, ok, donc on va être plus sur tel type d'émotion. Ah, l'enjeu pour elle actuellement, c'est plus l'ancrage, ok. Ça nous donne une première vision de ce qui doit être fait. Et puis stimuler l'organisme, effectivement, le corps, on le fait rentrer en compte parce que souvent, quand j'échange avec les personnes, les douleurs qu'elles ressentent, les pathologies, on les évoque parce qu'elles sont toujours en miroir de leurs émotions du moment. Et le corps, en fait, essaye de communiquer avec elles sur des choses qui doivent être comprises et conscientisées. Donc, on prend aussi toujours en compte la sphère physique, qui est la plus dense, mais qui aussi sait très bien nous parler. Et donc, voilà pourquoi il y a cet aspect-là aussi dans ce soin qui est là pour vraiment prendre en compte, justement de manière holistique, la personne dans sa globalité. Voilà. À mon cas, c'était la gorge, hein, c'est ça? La gorge. Ouais, c'est voilà. la gorge. Et moi, j'ai du mal à boire. Hein. Oui. Donc, des choses que j'ai du mal à avaler. C'est ça, on en a parlé. Et donc, tu as supposé d'accueillir justement ce qui s'est présenté dans ma vie. Oui. Et de pardonner, en fait. Oui. C'est toujours le pardon, l'amour. Exactement. Qui revient. Et j'ai visualisé, en fait, un oiseau qui boit, qui avait besoin de boire. Qui nous rappelle la liberté qu'on avait programmée juste avant. Oui, ça s'est tenu en visualisation. Les croyances, oui. Ouais. Le cordon ombilical autour du cou qui empêche le bébé recevoir les nutriments, en fait, liquides en plus. Tout à fait. Donc tout est cohérent. Oui. Donc, tout se suit toujours d'une manière qui se fait, quoi. Oui. Ouais. C'était assez logique, cohérent. Et donc tu m'as invité justement moi-même à faire envoler l'oiseau, à dénouer le cordon ombilical. Et donc c'est moi qui le fais en fait aussi, hein, tout à en fait. même temps. En fait, il y a toujours la personne qui vient collaborer parce que déjà pour qu'elle prenne conscience de son propre pouvoir en fait à les résoudre les choses. Parce qu'en fait, ce qui me tient à cœur dans les accompagnements, c'est d'apporter de l'autonomie aux personnes. Bien sûr que des fois on peut faire plusieurs séances ensemble, des fois j'ai même eu des personnes pendant plusieurs mois, c'est très bien parce que c'est ce qui devait être, mais le but final c'est que la personne puisse se sentir autonome avec ses émotions, avec le fait de prendre des décisions alignées, avec la maîtrise de son esprit et les réactions qu'elle choisit d'avoir, et qu'après dans la suite de sa vie elle soit autonome et que moi je sois pas l'encre vers laquelle elle doit venir en pensant qu'elle n'a pas son propre potentiel. J'amène toujours les personnes en leur donnant des méthodes, des outils et aussi des messages à comprendre que le potentiel il est en elles et que là je les guide, on se tient la main et c'est super, mais que depuis toujours et pour la suite le potentiel à être autonome dans leur vie, dans leurs émotions, dans ce qui les rend humaines, il est en elles. C'est pas moi qui leur donne, c'est déjà en elles et je les aide juste à le voir. Et ça, cet aspect d'autonomie, il est très important. Bien sûr, oui. Alors, si on passe au point numéro 3, on a activé la circulation des énergies dans les corps physiques et subtils. Tout à fait. Voilà, ça recoupe le point d'avant. Quand on débloque des points au niveau des chakras et les nœuds qu'il y a autour dans les canaux subtils, et la circulation globale du corps se fait. Ça peut des fois même donner lieu à des sensations, des changements de température, des fourmillements, des choses comme ça dans des espaces qui étaient bloqués et qui sont des fois symboliques. Par exemple, l'espace de l'action au niveau des mains, les jambes quand il n'y a pas d'ancrage, dans le cœur, enfin ça dépend des problématiques. Et en fait, c'était quoi le deuxième point ? Le deuxième point, on parlait de vitaliser l'organisme, harmoniser les chakras. Oui. Et le troisième, activer la circulation des énergies
dans le corps physique est subtil. Voilà, exactement. Parce que des fois, on a tendance à opposer l'aspect physique et subtil. En fait, tout est imbriqué. Et quand on travaille sur le corps, ça bouge aussi dans le subtil et vice-versa. Tout est connecté à chaque instant. Oui. Donc, ça va ensemble. On ne peut pas travailler que sur le corps et laisser le subtil de côté. En fait, c'est tout connecté à l'instant où l'un se reprogramme, l'autre aussi se reprogramme. C'est pour ça, par exemple, que dans les reprogrammations de croyances limitantes, on travaille sur le plan subtil. Mais après, on a toujours une étape où on vient l'intégrer dans le corps en faisant des mouvements précis pour que le corps comprenne qu'il y a quelque chose de nouveau et que le cerveau aussi comprenne qu'il y a une autre façon de percevoir le monde qui est possible. Et alors, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est quand on parle d'énergie, de corps physique et de nœuds émotionnels, on parle bien de blocage émotionnel, de non-dit, non-vu, non-pardonné. C'est ça. Et le plus souvent, d'ailleurs, on a tendance à prendre l'extérieur comme support en se disant j'accepte pas cette émotion parce qu'il y a telle personne qui s'est pas excusée ou il y a telle chose qui n'a pas été réparée ou j'aurais voulu que les choses soient autrement, donc ça nous bloque. Mais en fait, souvent, ce qui a lieu, c'est que nous-mêmes, on n'a pas appris à aimer à la fois ce qu'on a ressenti, à la fois ce qu'on a vécu. Oui. En fait, il manque de l'amour. En apparence, il a manqué de l'amour à l'extérieur, mais en réalité, il y en a aussi manqué à l'intérieur. On n'a pas accepté d'être ce qu'on est, d'entendre ce qu'on nous a dit, de vivre ce qu'on a vécu. Et c'est le truc qui peut nous bloquer le plus. Parce que des fois, on peut avoir pardonné dehors, mais des fois, c'est le vrai pardon, il doit être fait à l'intérieur. Ouais, j'ai vécu ça, je l'accepte. J'aime ce que j'ai été, ce que j'ai vécu. J'aime ce que je suis, j'aime ce que je deviens. Et être dans un amour équanime aussi avec tout ce qui a traversé cet être et ses remises en question et les liens qui ont été brisés ou les choses qui ont bougé d'une manière qu'il n'avait pas prévue. C'est aussi, quand on fait ça, réapprendre à aimer la vie. Parce que sinon, on peut avoir bâti un rapport méfiant avec l'existence. Oui, alors que c'est mon cas. Voilà, c'est ce qu'on a évoqué. Et donc, quand on arrive à aimer notre histoire, on arrive aussi à aimer la vie et voir que ce qu'elle nous a apporté. Et on n'est pas séparé de la vie, mais bon, quand on est dans le personnage, on va dire la vie de son côté nous a apporté. Et c'était pour notre bien. C'était toujours pour nous amener vers un plus haut potentiel de conscience, d'amour, de pardon, d'amour de soi. Il y a toujours une facette lumineuse et la voir, ça permet d'être dans l'acceptation. Je fais le lien avec, c'est peut-être pas ce moment-là, mais le lien avec le moment où tu m'as demandé, ce qui est un exercice qui est assez traditionnel, c'est d'accueillir l'enfant qu'on était, de voir comment elle se sent, de lui dire ce qu'on a à lui dire, de lui donner de l'amour, comment se trouve l'enfant maintenant. Ça, c'est aussi quelque chose qui est libérateur. On peut même le faire plusieurs fois, à plusieurs moments de sa vie. Exactement, tout à fait. Parce qu'on ne le fait pas toujours pour la même problématique. Là, c'était plus pour le besoin de se sentir aimé, reconnu. Donc, les mots que tu as dû exprimer, c'était dans ce sens-là. C'est exactement ces mots-là. Et en fait, l'enfant intérieur, c'est une part de nous qui a vécu des choses sans une certaine maturité émotionnelle. Et en fait, pourquoi on le fait appel à lui et en tant qu'adulte, on va s'adresser à lui? C'est dans les moments où les schémas relationnels qui se présentent font qu'on est tout le temps dans l'attente que l'extérieur vienne nous donner quelque chose sans jamais le trouver. Notamment, par exemple, l'amour et la reconnaissance. Oui. Et l'idée d'aller s'adresser à son enfant intérieur, c'est je deviens ma propre mère, mon propre père et ma propre source d'amour. Et donc après, le rapport à l'autre, il est moins transactionnel, il n'y a plus d'attente. Et donc, il y a de la place pour de la paix. Et moins de conflits aussi, beaucoup, on ne va pas se mentir. Tout à fait, moins de négociations. C'est ça, de devoir se positionner, de se méfier, de tirer ce que l'autre a à nous donner ou de voir ce que l'autre veut nous prendre. Parce qu'en fait, on est autonome dans l'amour, la reconnaissance de soi, l'écoute de soi. Et on n'a pas besoin que l'autre nous comprenne pour se sentir bien ou nous valide. Tout à fait. On est OK avec ce qui est. Voilà. Et ce qu'on est. C'est ça. Complet. On est complet, on est autonome en fait, mais émotionnellement. C'est ça. Et je vais ouvrir la lumière. Oui. Je crois que c'est mieux. Oui. On va passer au point numéro 4. Oui. Se libérer des causes de mal-être. Peur, stress, croyances limitantes, manque de confiance en soi, addiction. Finalement, tu en as parlé aussi. Oui, tout à fait. Tous ces points-là, c'est souvent des points de départ des soins. Par exemple, une peur, une phobie, une addiction, un stress, ça va être la problématique avec laquelle la personne arrive. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas se concentrer sur un seul point. On va poser ça et on va aller chercher toutes les racines possibles desquelles peuvent venir ce déséquilibre. Par exemple, dans le cas d'une peur. Et donc, peut-être qu'on va faire
un premier rééquilibrage, un nettoyage de la mémoire cellulaire, mais peut-être que derrière, on aura besoin de mettre en lumière une peur qu'avait la grand-mère, un événement qui s'est passé dans le transgénérationnel qui fait exactement écho avec la phobie inexpliquée de la personne. On va peut-être travailler sur un traumatisme qu'elle n'avait pas évoqué tout de suite, mais qui remonte après, qui a aussi besoin d'être entendu. Et en fait, le travail, ça va être le point central, l'objectif, c'est que cette peur soit libérée, mais on va aller explorer toutes les pistes nécessaires, et y compris parfois dans les vies antérieures, qui vont permettre à la personne de se libérer de sa peur. Mais des fois, ça peut se faire aussi en une seule séance. J'ai déjà vu ça avec la peur de la conduite. On a travaillé sur l'idée de se tourner vers qu'est-ce qui est positif dans le fait de conduire, qu'est-ce que ton âme, elle acquiert là-dedans. Liberté, autonomie, visualiser comment on conduit. Et puis la personne, elle a pu passer son permis la semaine suivante sans peur, alors qu'il y avait une phobie de longue date. Donc des fois, c'est pas beaucoup de leviers à explorer. Des fois, c'est plusieurs voies et c'est ok, ça dépend. Mais c'est cet aspect-là que tu viens d'évoquer, c'est plus souvent le point de départ. J'ai cette addiction, j'ai cette peur, j'ai ce trauma. Et après, c'est moi, par des questions et par l'identification de ce qui vibre dans la personne, qui vais aller trouver ce qui a besoin d'être libéré. Oui, tu parles de vibration. Je t'ai souvent vu aussi en train de dire, alors j'entends ça, je vois ça. Oui, parce que ces vibrations peuvent prendre forme à l'intérieur pour être interprétées. Au début, c'est une vibration, et puis après, soit ça va faire apparaître une image, une phrase, un message, une couleur. Tous les sens peuvent être exploités pour qu'après, je puisse te le transmettre et que ça puisse être du coup mis en mots, effectivement. Donc ça va dépendre d'où on en est, c'est vrai. On a, donc, comme tu viens de le dire, dépassé un traumatisme et ou des blessures émotionnelles. Tout à fait, tout à fait. Souvent, pour ça, on va travailler plutôt sur la mémoire du corps. Souvent, c'est là que ça va s'inscrire le plus fortement. Et notamment pour des personnes, des fois, c'est intéressant, qui, à l'intérieur, ont trouvé une forme de paix avec ce qui s'est passé. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Et qui, dans leur corps, pourtant, sentent encore des tensions, des peurs, des appréhensions. Alors qu'à l'intérieur, ça a été travaillé sur le plan plus profond. Et en fait, c'est juste que la vibration du corps n'est pas encore tout à fait mise à jour, qu'il y a encore des mémoires qui vibrent pas juste, et la personne le sent, donc elle va identifier sans s'en rendre compte exactement ce qui a besoin de partir. Et dans le cas des traumatismes, des fois c'est même des traumatismes, c'est assez subtil, mais des fois on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé sans pouvoir pointer du doigt exactement, juste parce qu'on sent que le corps n'est pas dans son état normal dans certaines situations. Et des fois il y a des personnes qui vont venir avec ça, de se dire je sens qu'il y a un truc qui n'est pas normal, j'ai l'impression que j'ai vécu ça. Et en même temps, il y a une part de mon psychisme qui bloque, notamment dans l'amnésie traumatique. Donc des fois, on va travailler même sur la base d'un traumatisme pas très identifié, aller quand même explorer, voir s'il y a des réponses. Mais les réponses émergent vraiment que si la personne est prête. C'est jamais forcé, ça s'ouvre que si ça doit être dit, quoi. Effectivement, s'il y a une amnésie, c'est pas pour rien. C'est pour protéger la personne, effectivement. Ouais. Et c'est là où on voit qu'on n'a pas le choix et le libre arbitre et autorité sur ce qui va se passer. Oui, c'est ça, c'est que c'est toujours fait avec amour, au bon moment, et selon ce que le personnage est prêt à vivre sans que ça le fasse souffrir, c'est vrai. Alors je lis aussi, identifier et se libérer des héritages transgénérationnels. Tout à fait. Gros dossier. Gros dossier, ça. Ouais. Ça, c'est un travail... c'est un travail intéressant parce que souvent, les personnes, elles viennent spécifiquement pour ça. C'est souvent des personnes qui ont déjà cheminé. Du coup, elles ont une certaine conscience des schémas. Elles ont pu observer leur environnement familial, mais aussi comment elles s'en sentent séparées sous certains aspects. Et ce que j'aime bien transmettre, c'est que le travail transgénérationnel, il est efficace s'il peut être fait dans l'amour, de bien vouloir reconnaître l'histoire de ses ancêtres, de sentir qu'on fait partie de cet arbre, mais qu'en même temps on n'en est pas prisonnier, qu'on peut tracer un nouveau sillon, nous, par notre intention, qu'on n'est pas prisonnier, enfermé. Parce que si ce travail il est initié sur une base de colère, d'envie de séparation, ou d'arracher ses propres racines, ça porte pas ses fruits. Donc c'est vraiment avec de l'apaisement qu'on peut aller approcher ça. Et effectivement, ça va être un moment où énergétiquement on va aller connecter avec les ancêtres du côté paternel et maternel, mais toujours avec un but précis, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloque concrètement pour toi.
Et du coup, les mémoires qui vont être libérées, c'est vraiment par rapport à la personne elle-même. Mais seulement aussi si à l'intérieur d'elle, elle est prête à se dire je veux tracer un nouveau chemin et j'arriverai à le faire avec beaucoup d'amour pour mes ancêtres, en reconnaissant ce qu'ils ont vécu, mais en reconnaissant aussi que certaines parts ne résonnent pas juste avec ce que je suis, ce que je sens être, parce que c'est plus porteur de souffrance que d'épanouissement. Donc je reconnais, mais je n'intègre pas la suite de mon parcours. Mais c'est vraiment avec beaucoup d'amour que c'est possible. Et voilà, souvent c'est quand même assez visuel, mais je remarque avec le temps que c'est aussi très sensoriel. Quand certaines étapes ont lieu, quand certains ancêtres sont présents, certaines mémoires se manifestent, ça va surtout beaucoup bouger dans le corps parce que nos ancêtres sont tous dans notre corps aussi, sans que ça fasse peur, hein, mais c'est dans notre mémoire cellulaire. Et donc c'est vrai que c'est aussi très sensoriel ces soins-là. J'ai remarqué, on a touché aux parents, en fait, à ce qui est le plus proche dans la généalogie. Oui. On a touché aux grands-parents, enfin tout ce qui était avant la naissance, mais aussi aux vies antérieures. Oui. Et j'ai vu que c'était aussi beaucoup basé sur... tu m'as demandé de faire une ronde. J'ai vu qui était dans la ronde, en fait. Oui. Et puis, il y avait beaucoup d'alliés. Et puis, il y avait aussi, en face de moi, tu m'as demandé, ben voilà, il y a ton papa, là, il y a ta maman. Ouais. Donc, oui, ça touche toutes les générations. C'est ça. Ça touche, en fait, un peu tous les hologrammes, toutes les projections de nous-mêmes. Quelque chose que j'ai identifié récemment, j'attends de peut-être en parler à d'autres personnes pour voir si ça leur parle aussi, mais j'avais une intuition que les parents, c'est les parts en. C'est-à-dire que nos deux parents représentent des parts qu'on a à résoudre, potentiellement même de vie antérieure. Donc par exemple, je sais pas, un père colérique et puis une mère de telle manière, ça veut dire qu'en nous, il y a de la colère à résoudre et que nos parents, en fait, symbolisent chacun une part de nous qui a à être résolue, voire même peut-être notre papa, la part de notre masculin, notre maman, la part de notre féminin, et ce que respectivement, on a à résoudre à l'intérieur. Parce que c'est ce côté part en, quand même, ça m'évoque que nos parents, c'est quand même nous-mêmes et que globalement, il n'y a qu'au moment où on trouve la paix avec eux que la vraie paix avec nous-mêmes peut être trouvée. Parce que c'est un peu comme on disait pendant le soin, si on n'a pas d'amour pour notre histoire, on ne peut pas avoir d'amour pour nous-mêmes. Parce que notre histoire, c'est aussi la matière première de ce qu'on est devenu. Donc, faire la paix avec les origines de ce qu'on est, nos parents et notre histoire, c'est quand même crucial pour vraiment se sentir bien avec soi, quoi. C'est vrai que les parents, c'est le lien le plus direct, le lien affectif, plus conscient aussi, facile à travailler. Effectivement. Et surtout que nos parents apparaissent dans notre vie à un moment où notre conscience est déjà une avec tout. Quand on est, il n'y a pas de séparation entre nous et notre mère et ses émotions, nous et notre père et ses émotions. Et surtout, ils symbolisent des choses qui sont cruciales dans une vie humaine, ils sont l'amour, la sécurité. Et qu'au bout d'un moment, on se met à les percevoir autrement qu'à travers ces idéaux et qu'on voit que c'est juste des êtres humains avec aussi leurs blocages, leurs incapacités, leurs questionnements, ça peut faire un choc, c'est vrai. C'est quand on grandit. Voilà, c'est ça. Alors je lis aussi apaiser le mental et renouer avec la paix intérieure. Oui. Le mental, en fait, c'est vrai qu'il est utile, il est fonctionnel pour notre interaction avec le monde. Et comment on apaise le mental ? Souvent, il est très actif quand les points énergétiques qui permettent la connexion au cœur, à l'intuition, sont un peu obstrués. Et du coup, c'est comme si l'énergie s'accumulait dans la tête, mais qu'on ne pouvait rien en faire, à la fois dans le cœur et à la fois dans les mains ou dans le corps pour concrétiser des choses qui nous parlent. Et puis le mental aussi, il vient juste de l'identification à nos pensées qui a été accumulée depuis des temps sans commencement. Et c'est vrai que des fois on évoque cet aspect-là, mais t'es pas tes pensées, t'es pas obligé de croire à toutes tes pensées. Oui, tu en as touché quelques mots. Voilà. Là, ça me paraît indispensable. Oui. Et du coup, on se dit, ah oui, en fait, ce qui me traverse là dans la tête, c'est principalement du bruit. Et est-ce que je dois croire à tout ce qui traverse et est-ce que c'est le mental qui doit guider ma vie ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas des parts plus profondes, mais aussi plus lucides de ce que je suis qui peuvent me guider? Et au lieu de créer de la peur, créer de l'envie, enfin voilà, c'est toute une exploration de ces différentes couches, quoi. Ça me fait penser déjà à une passerelle et un pont pour le soin suivant, qui est le soin Aurora, sur s'éveiller à sa véritable nature. Commencer par se désidentifier de son histoire, de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui est
tout ce qui se move. C'est ça, c'est ça. Des fois, on croit que pour trouver le soi, on doit totalement jeter le personnage à la poubelle. En fait, des fois, on peut même se dire, le personnage est dans le soi. C'est-à-dire, c'est une facette de ce qui apparaît. Je vais jouer le jeu comme je jouerais un personnage de théâtre, mais en même temps, je sais que c'est pas moi en finalité. Je reviendrai toujours au soi. Et c'est vrai que le soin Aurora, il vient quand on en a un peu marre d'étudier le personnage et de pas trouver vraiment la paix qu'on cherche. Et c'est très courant en ce moment. On se dit, mais en fait, je suis sûrement plus que ça. J'entends parler de la vie après la mort, j'entends parler des vies antérieures, etc. Donc ça donne une curiosité, quoi. On a envie de voir, c'est même pas de voir ce qu'on est, c'est de se souvenir de ce qu'on est. Oui. Et c'est vrai que le soin Aurora, il est là pour des personnes comme ça en quête d'éveil spirituel ou en recherche, ou qui ont envie juste d'essayer, de goûter. Et ça peut même être un soin qui est adapté pour les personnes qui veulent apprendre à méditer. Des fois, c'est le point de départ. Comment je me connecte à ma présence, comment amener de la méthode, c'est possible aussi. Et des fois, c'est plus une ouverture vraiment énergétique. Ok, regarde ta lumière, regarde les limites de ton corps disparaître, etc. Et aller amener étape par étape, souvent quand même sous la forme d'une méditation guidée, mais pas que, à au moins sentir cette expansion, cette connexion avec tout, et apprendre en fait à se sentir bien dans cette disparition, parce que des fois ça peut faire peur. Et là, le fait que ça soit dans un cadre, on peut se dire c'est ok de pas être accroché à ma forme physique, à mes émotions, à mes pensées, à mon ego, à tout ce que je crois devoir être. Et en fait, il y a de l'aisance à disparaître. Et c'est bien aussi pour détruire un peu l'ego aussi, voir que ça fait du bien. Oui, je sens bien que dans le soin Ama, c'est-à-dire le soin du personnage, hein, Oui. on sent cette passerelle vers l'autre niveau. Oui, hein. c'est ça. Oui, oui. Et je crois qu'il reste encore 3 points. Je ne veux pas en oublier. Oui. Pour moi, respecter ton travail, hein, tu vois. Rétablir le lien avec sa force intérieure et sa confiance en soi. Oui. C'est important parce que ça passe sous... Il y a plusieurs manières, mais des fois, ça passe même par le fait de récupérer son énergie, parce que des fois, dans notre parcours, on a beaucoup mis le pouvoir de se sentir aimé, de décider, des choix qu'on devrait faire, on l'a mis entre les mains de plein de personnes, de plein d'opinions, de plein d'avis, et on a presque perdu la capacité à être autonome dans nos choix, dans nos intentions. Et des fois au point où il y a des personnes qui disent mais je sais même pas ce que je veux, ce qui me correspond, juste parce que ça n'a jamais été appris. Et ce point-là, il est un peu de cet ordre-là, reconnecter à ce que tu es, ce que tu veux, ce qui te correspond. Mais souvent, pour la première fois, sans que ça soit dans l'opposition avec l'autre ou avec le monde. C'est pas quelque chose qui s'arrache, mais c'est un truc que tu dois retrouver à l'intérieur de toi. Et ça va de pair avec un des points qui est sûrement après, qui est reconnecter à son intuition. Oui, stimuler, fluidifier et renforcer son intuition. Voilà, c'est ça. L'intuition, elle est là chez tout le monde en réalité, mais là-dedans, ce qui est caché, c'est aussi faire confiance à cette intuition. Quitte à se lancer des petits défis de « ok, j'ai cette intuition ». Et aussi, et ça rassemble 2 points qu'on a évoqués, faire la différence entre le mental et l'intuition. Le mental, c'est cette part qui veut toujours commenter, donner son avis, voire créer des peurs, quoi. Et l'intuition, elle est très instantanée, un peu comme un éclair. Et surtout, elle va souvent donner des suggestions qui nous sortent de notre zone de confort. Et c'est pour ça que le mental, après, va venir intervenir, dire « Non, mais t'es sûr que tu veux faire ça et tout ça ?» Mais le premier éclair qui a lieu, qui dure une demi-seconde, qui n'a pas besoin d'être commenté, et où on pourrait se dire « Je sais pas pourquoi, mais je sais », ça, c'est l'intuition. Oui. Et du coup, on utilise plein de méthodes, dont cette explication, mais des méthodes pour petit à petit voir cette intuition, lui faire confiance et comprendre qu'il n'y a pas de vérité plus vraie que cette intuition. Parce que des fois, on se dit « Ah, mon intuition est peut-être fausse, il faudrait que je demande validation à quelqu'un. » Mais ce quelqu'un, il pourrait te dire ce qu'il veut, ce sera jamais plus vrai que ce qui te traverse. Le monde entier pourrait te dire non pour ce choix que tu veux faire, mais si toi ça te parle, c'est toujours le bon choix. Donc avoir une sorte de force intérieure qui se dit je joue pour ma propre équipe et j'y vais à fond, quoi. C'est vrai, parce qu'il pourrait y avoir autant de suggestions qu'il y a de personnes dans ce monde. Exactement. C'est très déstabilisant. Selon leurs propres lunettes, quoi. C'est ça. Donc c'est sans fin. Et la confiance en soi, c'est aussi ça. Souvent, on parle de la confiance en soi. Je dis aux personnes,
il y a autant de versions de toi qu'il y a de gens sur Terre, parce qu'ils te voient selon ce qu'ils sont. Donc ça n'a pas vraiment de valeur. C'est presque se détacher autant des éloges que des critiques, que ni l'un ni l'autre ne soient importants. Et aussi, là, dans la confiance en soi, ce qui est caché en dessous qu'on explore après, c'est que la confiance en soi ne peut aller de pair qu'avec la confiance en la vie. Parce que l'image qu'on peut utiliser, c'est que la confiance en soi, c'est par exemple, je connais ma capacité à marcher. J'ai appris à marcher, je sais que je sais marcher. Mais si j'ai pas la confiance en la vie, ça veut dire que je sais que je sais marcher, mais j'ai l'impression de marcher dans un terrain miné. Donc j'aurais beau avancer, ça sera toujours dans la peur ou la méfiance. Donc il y a toujours de pair aussi des enseignements plutôt d'ordre spirituel sur comment est faite la vie, pourquoi elle apporte certaines situations, et le fait qu'au bout il y a toujours quelque chose à y trouver qui est de l'ordre d'une leçon de sagesse. Et que oui, des fois c'est pas confortable, oui, des fois ça frotte, mais c'est toujours quand même pour nous amener avec amour vers notre plus haut potentiel, quoi. Mais vraiment un potentiel d'ouverture du cœur, parce que qu'on cherche l'éveil, la paix, la guérison du corps, la paix émotionnelle, le point commun à tout ça, c'est que ça passe par l'amour, qui est l'énergie présente en tout. Et si on n'est pas connecté à l'amour, on est déconnecté du monde et donc de nous-mêmes. Donc c'est le point commun, quoi. Ça paraît cliché ou petite citation Pinterest, mais plus j'approfondis les accompagnements, plus je vois qu'il n'y a pas de vérité plus haute que l'amour, quoi. Qu'après, le reste, tous les autres trucs qu'on va chercher, la paix, l'harmonie, tout ça, c'est juste des déclinaisons de l'amour. L'abondance aussi, si on parle de la matière. Mais tout ça, c'est que des visages qui ramènent à une seule source qui est l'amour, quoi. Donc c'est loin d'être cliché, c'est extrêmement important. C'est un beau mot pour terminer et conclure tous les points que tu proposes là. Ouais. J'ai envie de rassembler tes 3 soins parce que j'ai l'impression que j'en ai pas assez parlé. Donc on a le soin Ama justement pour les libérations émotionnelles du personnage. C'est ça. Qui permet ensuite de faire une passerelle sur le soin Aurora justement pour s'éveiller à sa véritable nature et retrouver la paix et l'amour véritable sans peur. C'est ça, sans les limites du personnage. Voilà, sans les limites du personnage. Et le 3e soin, c'est le soin Akasha, qui est en fait un peu la boule de cristal de l'univers. Quelle est ta mission de vie, en fait, hein? C'est ça. C'est se servir des mémoires de l'âme, des vies antérieures, de tout ce qu'on a été avant cette vie, pour mieux éclairer le parcours de cette vie actuelle. Pour que la personne puisse avancer peut-être moins les yeux bandés, en fait. Qu'elle puisse se voir clair sur ce qu'elle a été et où elle va. Voilà. Et le côté boule de cristal, il est drôle, mais c'est vrai que dans ces soins, il n'y a pas tellement de... Il y a la médiumnité, c'est normal, parce qu'on a besoin de cette connexion pour avoir les infos fiables, mais il n'y a pas des prédictions, tu vois, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas te marier à tel âge, parce que... je pense que tout s'écrit au fur et à mesure quand même. Il y a des grandes lignes dans notre vie, il y a des choses qu'on a choisies avant de venir, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer selon l'ouverture de cœur qu'on accepte, selon si on chemine consciemment ou non, si on apprend plutôt par la vie ou plutôt par la spiritualité. Ça va prendre des formes différentes, la manière dont on apprend et on évolue. Et je trouve que c'est jamais figé. Donc c'est toujours risqué de... Quand on prédit quelque chose, c'est vrai le jour où on le dit, mais ça peut être faux la semaine suivante. Donc j'essaye toujours plutôt d'amener des informations qui ont un fondement pour l'ensemble de l'existence de la personne, quoi. Une tendance globale et c'est ça. Confirmée. C'est ça. Les dons de la personne, les forces, ce sur quoi elle peut s'appuyer, ce sur quoi elle doit être vigilante au moment où on se parle, etc. Et puis prochainement, après, j'ajouterai la numérologie karmique tibétaine qui, elle, va amener un côté beaucoup plus méthodique, mais extrêmement profond, sur le karma, notamment, basé sur la date de naissance de la personne et le nom et les prénoms de naissance de la personne. Et amener encore plus de nuances sur les défis de la personne, les apogées, c'est-à-dire les âges cruciaux durant lesquels elle pourra passer certains caps, et plein d'autres aspects. Donc... ça va amener encore une autre richesse un peu plus méthodique, mais aussi beaucoup plus axée sur notre chemin d'âme plutôt karmique, quoi. Donc voilà, c'est en cours, mais ce sera bientôt. C'est un support ancestral, en fait. Hein, tout à fait, tout à fait.
Ouais, issu du bouddhisme tibétain. C'est un beau programme. Ouais, à suivre. Oui, à suivre. Hein. J'ai hâte de vivre ces autres soins pour en faire un témoignage. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Carole. Merci beaucoup, puis je te dis à la prochaine. Oui, avec plaisir. Merci, Emma. Merci.